Et voilà, je crois qu'on est live, ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stéphane, bonjour Sylvain. Bonjour Merci, Nicolas. merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va peut-être patienter encore, peut-être une minute, entre 1 et 2 minutes que les personnes, les retardataires nous rejoignent. Et puis on commencera tout de suite derrière ce webinaire sur une thématique plutôt d'actualité. Mais je le précise parce que c'est important, on n'est pas du tout là pour parler de politique ou quoi que ce soit, et c'est pas du tout ce qu'on va faire. Euh, on est vraiment là pour essayer de vous aider à répondre au titre de ce webinaire qui est comment se constituer un capital de 200 000 euros pour la retraite. Et on y reviendra ensuite. Je vois qu'il y a quelques habitués sur le chat. N'hésitez pas à utiliser le chat que vous voyez sur votre droite pour poser vos questions, peut-être pour nous interrompre pendant certaines de nos discussions. On gérera ça, nous. Si les questions font du sens au moment où vous les posez, je me chargerai de les relayer à nos interlocuteurs Stéphane et Sylvain si besoin. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, on aime bien quand c'est interactif. Donc posez les questions si vous avez des questions à poser. Voilà, je vois que tout le monde est en train de se connecter, donc ça, c'est parfait. Merci encore une fois d'être là. Petit rappel, donc sur Neofa. Vous savez que Neofa, maintenant, alors pour ceux qui nous suivent, vous le savez très bien. Pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils participent à ce webinaire, Neofa a pour objectif d'aider chaque épargnant français de créer, développer et gérer son patrimoine, mais pas tout seul, avec l'aide d'un conseiller financier indépendant. Et donc, nous travaillons avec plusieurs dizaines de conseillers. On est à pratiquement 80 conseillers dans toute la France pour vous aider à créer, gérer et développer votre patrimoine sur toutes les thématiques que vous pouvez imaginer, comme la fiscalité, la succession, la retraite, le placement financier ou immobilier. Voilà. Et dans cette optique-là, pour vous aider à mieux comprendre votre épargne et votre patrimoine, nous organisons chaque mois des webinaires où nous faisons intervenir des spécialistes du patrimoine pour vous aider à mieux comprendre votre patrimoine. Et voilà. La thématique d'aujourd'hui, c'est la retraite. Évidemment, c'est d'actualité. Et on va essayer de comprendre comment on peut se constituer un capital de 200 000 euros pour apporter un petit peu de beurre dans les épinards au moment de la retraite. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Sylvain Peuzet et Stéphane Lotion avec moi. Sylvain, est-ce que vous pouvez vous présenter en 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît? Parfait, merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Sylvain Peuzet, le fondateur du cabinet Trop et Conseil à Toulouse et plus précisément à la Belge pour ceux qui connaissent la région. Donc, j'accompagne les particuliers et les professionnels depuis plus de 15 ans dans la création et la gestion de leur patrimoine. La valeur principale du cabinet est de permettre à chacun de mieux comprendre ce qui est possible de faire en fonction des objectifs et des moyens disponibles. Et nous avons aussi la particularité au sein de Trop et Conseil d'avoir intégré de la pédagogie financière dans tous nos accompagnements, car nous savons qu'en France, nous ne sommes pas forcément formés ou informés sur tous ces sujets. Et donc, nous accompagnons sur toutes les thématiques, que ce soit de l'immobilier, de la finance, mais également la fiscalité, la transmission et la succession. Donc, l'objectif est d'accompagner nos clients de manière globale, personnalisée, et surtout qu'ils comprennent l'intérêt des solutions préconisées suite à un audit de leur situation. Super, merci beaucoup Sylvain pour ces informations. Stéphane, quelques mots sur vous, s'il vous plaît? Ouais, merci Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Stéphane Lotion, gérant du cabinet Sirius Patrimoine.
cabinet de conseil en gestion de patrimoine depuis bientôt 4 ans, cabinet qui est entre Tours et Paris, avec une clientèle de particuliers, de professionnels que j'accompagne sur principalement tout l'ouest de la France. Précédemment dans des fonctions de direction en banque de détail et volonté depuis maintenant 4 ans d'une indépendance vis-à-vis des solutions apportées aux particuliers et aux professionnels, avec finalement toutes les cordes à notre arc qui peuvent exister, de manière à pouvoir correspondre finalement à tout à chacun, en partant d'un environnement qui est propre à chacun d'entre vous, avec des objectifs qui vous sont également propres, et de là, d'aller finalement trouver là les solutions qui vont partir finalement de solutions financières et ou immobilières, en allant chercher l'ensemble des outils et en passant par des outils également de donation et de succession éventuellement. Voilà. Super, merci beaucoup Stéphane. Donc, le webinaire de ce jour, la retraite, comment se constituer un capital de 200 000 euros. 4 parties. Partie 1, on va parler de quelques chiffres sur la retraite en France. Partie 2, on va voir comment définir au préalable ses futurs besoins lors de la retraite pour anticiper un petit peu tout ça. Sur la partie 3, on va voir comment on peut se préparer nous-mêmes pour constituer ce capital. Et la partie 4, on parlera avec Stéphane et Sylvain de cas pratiques pour nous aider à vraiment visualiser, identifier un petit peu ce qui pourrait être intéressant pour vous. Je précise une chose qui est très importante, s'il vous plaît, de noter. Chaque cas est différent. Donc, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est valable pour l'un, c'est peut-être pas valable pour l'autre. Je vous invite dans vos différentes situations à prendre contact avec Stéphane, avec Sylvain via la plateforme Neofa. On vous mettra un lien à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse étudier effectivement vos cas particuliers et qu'on puisse vous aider correctement parce que, je le répète, chaque cas est unique. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Peut-être, premier point, on voulait parler de quelques chiffres et notamment de la réalité des retraites en France. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus et nous donner un petit peu plus d'informations sur les chiffres qu'on voit ici et nous expliquer pourquoi vous avez décidé de commencer par ces chiffres-là? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs en France. Il y a déjà près de 1/4 de la population qui est déjà à la retraite. Et c'est vrai que avec ces chiffres, on peut penser qu'avec le nombre croissant de retraités, la diminution du nombre de cotisants, le montant des pensions ne va pas évoluer favorablement et va même probablement continuer à baisser. Donc c'est vrai qu'il est important d'anticiper, de prévoir pour prendre en compte cette réalité. Parfait. Deuxième point important, on a ici un point sensible sur lequel on ne va pas s'attarder parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on regarde un petit peu l'évolution de l'âge de départ à la retraite et on voit que effectivement, depuis le début des années 2000, on a plutôt une tendance à augmenter ce départ à la retraite. Sylvain, vous avez un commentaire là-dessus également à nous apporter? Oui, c'est vrai qu'on voit trois courbes différentes. Donc, le premier graphique montre la répartition de l'âge de départ à la retraite. On peut voir que la majorité des personnes partent à la retraite entre 62 et 65 ans. Ce sont ceux qui ont validé leur nombre d'annuités totales. Ensuite, on voit ceux qui ont avant 62 ans, ce sont ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont des carrières longues. Donc, cette catégorie de personnes va diminuer au fil du temps. Et les 18% restants qui partent à la retraite après 65 ans sont plus des personnes avec des carrières plus décomposées. Le deuxième graphique montre qu'il y a 6 mois d'écart entre le départ à la retraite des hommes et le départ des femmes. Et c'est vrai que les femmes ont tendance à partir plus tard à la retraite. Mais ces chiffres représentent une moyenne en France et varient en fonction des régimes. Il y a deux facteurs également à prendre en compte. Allez-y, pardon. Après, il y a deux autres facteurs à prendre en compte. Donc, tout d'abord, c'est le nombre de trimestres, le nombre d'annuités qui ont évolué au cours des différentes réformes. Par exemple, une personne qui est née en 1954, elle doit cotiser 41 ans.
Et pour une personne née en 1973, elle doit cotiser 43 ans. Ensuite, le deuxième facteur est le fait qu'on rentre dans la vie active plus tard et que généralement la durée des études décale le début d'entrée dans la vie professionnelle. C'est donc pour ces deux principales raisons que l'âge de départ à la retraite ne fait qu'augmenter. Ok. Donc, il augmente naturellement, en fait. Oui. Parfait. Un petit point aussi, on voulait montrer également le montant de la pension brute moyenne des hommes et des femmes en France. Mais ce qui est le plus intéressant, en tout cas selon nous, c'est le niveau de vie des retraités en France. Et là, Stéphane, on remarque que aujourd'hui, le niveau de vie médian des retraités français est quand même plus élevé que celui de la population française et des actifs. Et idem pour le niveau de vie médian des retraités français propriétaires qui ont un niveau de vie plus élevé que l'ensemble de la population française. Comment expliquer ça alors que généralement, quand vous êtes à la retraite, vos revenus sont censés diminuer. Stéphane. Alors, on va le voir en effet, on part en effet de ce constat-là qui aujourd'hui fait que les retraités, malgré tout, ont un niveau de vie médian qui est plus important que le reste de la population. Ce qui était surtout important à noter sur cette slide, et ça reste quelque part quelque chose d'ancré dans la population française, qui est la notion de propriété. Et donc, quand on parle notamment de constitution d'un patrimoine, on va le voir après, certes la retraite, mais finalement, ça passe souvent et principalement par la constitution finalement d'un patrimoine personnel qui est l'accession à la propriété. Et d'ailleurs, on le voit sur cette slide. Elle permet de dire quoi? Qu'aujourd'hui, finalement, un retraité, lorsqu'il est propriétaire, eh bien finalement, a un niveau de vie arrivé à la retraite qui est plus confortable que le reste de la population française. Et malgré tout, on va le voir sur la slide suivante, et je pense que c'est là où ça va être le plus pertinent, puisqu'on part d'un point qui est le constat actuel, où on peut se dire c'est quelque chose de plutôt favorable, mais malheureusement, et c'est, je pense, de ça finalement qui est né le besoin de cette intervention, et notamment de ce webinaire, qui est de dire on part d'un constat où aujourd'hui, ok, quid des retraites des Français, et on le voit sur celle-ci, où on voit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'aujourd'hui, comme on vient de le voir, les Français et les retraités français ont un meilleur niveau de vie que les actifs, que le reste de la population. Malgré tout, vous le voyez, dans le temps, plus on va avancer dans le temps, plus on le voit en termes de perspective, et bien malheureusement, au fur et à mesure des années, des décennies qui arrivent, et bien en termes de prévision haute et basse, malheureusement, on va avoir un mécanisme de retraite qui fait que les retraités vont de plus en plus, malheureusement, avoir un niveau de vie qui va s'effriter dans le temps, lié à toutes les problématiques qui sont par ailleurs évoquées en ce moment. Mais alors, j'ai une question pour vous. En fait, quand on regarde cette courbe ou même le slide d'avant, on se rend compte qu'effectivement, les retraités, le niveau de vie médian d'un retraité est meilleur qu'un actif. Est-ce que ça veut dire que… j'ai deux questions pour vous, Stéphane. Deux en une. Est-ce que ça veut dire, que en fait, aujourd'hui, les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui ont bien préparé cette retraite pour aujourd'hui avoir ce niveau de vie qui est plus élevé? Et inversement, est-ce que ça veut dire que nous, qui allons être à la retraite, si tout va bien, dans 25 ans, est-ce que ça veut dire que nous, en fait, on ne le prépare pas bien? Qu'est-ce que vous pensez? Je ne dirais pas forcément ça, puisque par ailleurs, la préoccupation, elle est finalement d'autant plus importante aujourd'hui chez les jeunes qu'elle ne l'était il y a encore quelques années, mais elle a trait à différents points. Premier élément, on le voit aujourd'hui, finalement, comparativement à la génération précédente, c'est-à-dire à toute la génération qui est actuellement à la retraite, vous avez déjà des retraités actuels qui sont pour la plupart, ou en très grand nombre, propriétaires. Aujourd'hui, vous voyez déjà une partie de la population arrivée à la retraite, tout dernièrement, mais qui ne sera pas forcément propriétaire et qui n'aura pas forcément été propriétaire. Et donc, de fait, le niveau de vie va malheureusement baisser du fait d'avoir un loyer, comparativement à la population déjà retraitée, déjà propriétaire. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que, de fait, le niveau de vie va baisser.
Deuxième élément, et on va le voir après, mécaniquement, on a un régime de retraite qui est fait notamment avec tous les mécanismes de retraite de base et de complémentaire qui, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on a malheureusement moins d'actifs qui peuvent cotiser pour le nombre de retraités. Et donc, malheureusement, on a aussi des retraites qui, de ce fait, vont légèrement s'étioler. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces informations. Voilà, on voulait faire un petit topo sur quelques chiffres à propos des retraites. Maintenant, l'idée, c'est de voir, voilà, dans cette partie 2, comment définir ses besoins, parce que c'est ça qui va être important. Avant d'investir potentiellement ou de préparer vraiment sa retraite, il faut déjà savoir de quoi on a besoin à ce moment-là. Et peut-être la première étape, Sylvain, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on calcule ça? Donc, on a mis quelques exemples ici. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait concrètement? Oui, alors sur cette slide, donc nous avons un exemple de calcul de pension sur les retraites de travailleurs du secteur privé. Donc, dans un premier temps, il faut distinguer donc, la retraite de base et la retraite complémentaire. Donc, pour la retraite de base, le calcul se décompose en 3 variables. Donc, il y a le taux de liquidation. Pour les salariés du privé, le taux plein est de 50%. Ensuite, il y a la moyenne des 25 meilleures années. Donc, ici, c'est 32 500 €. Et le rapport entre le nombre de trimestres acquis par rapport au nombre de trimestres nécessaires. Donc là, 167 sur 167. Et pour la retraite complémentaire, il s'agit d'ajouter le nombre de points au calcul de base. Pour quelqu'un qui a tous ses trimestres, sa pension de retraite peut représenter la moitié de ses meilleures années. Et la retraite complémentaire améliore la situation. Il s'agit simplement de multiplier le nombre de points acquis par la valeur du point. Et après, de manière plus globale, on est pour l'instant entre 55 et 60%. Mais il existe un simulateur donc, sur le site du gouvernement, donc info-retraite.fr, où on peut simuler ses droits en quelques minutes et avoir une estimation du montant de sa pension à la retraite. Souvent, le montant peut paraître assez faible. Donc, c'est pour cela, encore une fois, qu'il est important peut-être de prévoir et d'anticiper par rapport à cette réalité. Oui, ça, c'est un point important. Effectivement, je pense que pour avoir un calcul concret, autant se rendre sur le site du gouvernement, qui fait souvent plus peur qu'autre chose. Ça, on est d'accord, mais il vaut mieux le faire sur ce site-là et avoir potentiellement des bonnes surprises par la suite que se tromper, nous, dans les calculs et avoir, on va dire, mal anticipé ce qui va nous arriver au moment d'aller à la retraite. Sylvain, comment anticiper ce nouveau mode de vie? Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un pour préparer sa retraite, en fait? Oui, c'est vrai qu'au moment de partir à la retraite, on peut penser qu'on s'adaptera et qu'on aura moins de charges. Par exemple, la plupart du temps, pour ceux qui sont propriétaires, ils ont déjà fini donc, de financer leur résidence principale et donc plus de prêts à rembourser. Mais d'autres charges à prévoir, donc il est important de les anticiper, comme l'hébergement dans les centres spécialisés, l'assurance santé, qui est importante, et également le coût de la vie qu'on voit au quotidien qui ne cesse d'augmenter. Pour certains, il est également important de pouvoir transmettre pour aider leurs proches. Donc on constate malgré tout un appauvrissement global de certains ménages face à ces dépenses nouvelles qui, pour certains, n'avaient pas suffisamment anticipé. Donc encore une fois, il est important de prévoir anticiper ces charges par un audit de sa situation en fonction des besoins et des sensibilités de chacun. Parfait, merci pour ces infos-là. Stéphane, vous vouliez nous toucher 2 mots sur ce graphique qui peut paraître un peu alambiqué, mais qui en fait fait quand même un petit peu de sens. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots, Stéphane? Oui, alors très succinctement, en fait, on pourrait appeler ça plutôt la théorie du cycle de vie qui a été développée par des économistes à l'époque, notamment Modigliani. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de modéliser finalement les différents cycles d'épargne et de désépargne d'un individu au cours finalement de sa vie, en partant du fait qu'on a finalement 3 périodes. On a tout d'abord la période de désépargne, qui est toute la période de jeunesse, avec notamment toute la partie liée aux études et à l'endettement, l'absence de revenus, mais malgré tout de la consommation. La deuxième partie, qui est le cycle de vie, dont on va parler aujourd'hui, qui est finalement la période de tout le cycle d'activité, durant lequel vos revenus vont être beaucoup plus importants que l'ensemble des dépenses, et
qui vont notamment vous permettre de pouvoir justement épargner, capitaliser par quelque moyen que ce soit. Et malheureusement, la phase de retraite avec le couperet, où on va avoir quoi durant cette période? Une période plutôt de désépargne, où là, finalement, on va avoir un niveau de ressources divisé par 2, ou pas loin, et malheureusement, en face, une période de consommation qui, malgré tout, dans le temps, on le voit avec le fin de la cycle de vie, qui va diminuer légèrement puisque les besoins généralement en matière de loisirs ou de dépenses, sauf bien évidemment des dépenses de dépendance qu'il faudrait éventuellement envisager, font que mécaniquement, on a des besoins de consommation qui sont moins importants, mais qui malgré tout, on le voit, on a ce fameux différentiel en rouge sur la 3e cycle de vie qui est finalement le besoin nécessaire mensuellement ou annuellement dont on va avoir besoin. Et c'est d'où la question qu'on va être amené à se poser, c'est de quoi aurais-je besoin et de combien aurais-je besoin finalement dans 10, 15, 20 ans, suivant ma situation aujourd'hui, suivant mes potentiels besoins futurs. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce point. Voilà, on va attaquer la 3e partie qui a pour objectif de mieux comprendre comment on va pouvoir préparer sa retraite soi-même. Et notamment, peut-être Stéphane, vous pouvez nous toucher un petit mot sur quels sont les 3 niveaux de retraite aujourd'hui en France qui peuvent nous permettre justement de calculer ses potentiels, son niveau de retraite quand ça sera l'heure d'aller à la retraite, mais également qui va nous permettre de peut-être avoir une vie un petit peu plus confortable lors de cette retraite. Stéphane, vous pouvez nous en toucher un petit peu de mots, s'il vous plaît? Oui, alors bon, très succinctement, finalement, on a 3 mécanismes éventuellement différents, 2 qui vont être finalement des mécanismes obligatoires qu'on va retrouver dans tous les régimes, qui vont être tout d'abord le mécanisme de la retraite de base, qui est là, il va être géré par répartition. La notion de répartition, c'est que finalement, les retraites qui vont être versées, elles sont financées par les cotisants et par les actifs. Puis derrière, on va retrouver les retraites complémentaires, toujours gérées par répartition, mais là, on va être plutôt sur un mécanisme de décompte par points versus un mécanisme pour la retraite de base de décompte en trimestre. Et enfin, et c'est là où on va pouvoir arriver à voir un mécanisme supplémentaire, qui est un mécanisme de retraite supplémentaire, qui là, pour le coup, est facultatif, mais là, on va plutôt parler de mécanisme de capitalisation à travers finalement différents efforts que je vais pouvoir faire à titre personnel, sur lesquels finalement le gouvernement a pu réglementer depuis plusieurs dizaines d'années, qui va pouvoir me permettre, en fonction de ma situation, particulier, professionnel, fonctionnaire, de pouvoir me constituer finalement cette fameuse retraite supplémentaire et éventuellement en avoir des avantages lors des versements. Très clair. Alors, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les 3 niveaux? Parce que je suis désolé, mais moi, je ne suis pas forcément hyper au point, je vous avoue, et ça m'intéresse un petit peu. La retraite de base, c'est quel organisme qui gère ça en fait? Alors, la retraite de base, tout va dépendre finalement du régime dans lequel vous êtes affilié, suivant si vous êtes issu du secteur privé ou suivant si vous êtes issu du secteur public. Et si, je dirais même, vous avez exercé différentes activités en fonction de dans le public puis dans le privé. Donc finalement, votre retraite de base, elle va, je dirais pour la plupart du temps, être versée par le régime de la sécurité sociale, mais pas forcément pour tous. Donc, elle va vraiment être versée en fonction, je dirais, de votre activité, de vos activités précédentes. Ok. D'accord? Et la Et retraite de la même complémentaire, c'est manière, pareil. exactement, principalement Agir Carco, mais de la même manière, en fonction, si vous étiez dans la fonction publique, dans le secteur territorial, dans le privé, elle ne va pas vous être versée par les mêmes organismes, cette retraite complémentaire. Ok, d'accord. Et la facultative, ça, c'est notre patrimoine en fait. Je décide d'acheter un investissement locatif ou de mettre en place une assurance vie, un PER ou un PER plutôt d'ailleurs dans ce cas-là. C'est Alors, ça dont on parle.
L'épargne retraite supplémentaire, quand on parle de cette épargne-là, c'est pas forcément… Alors, on va parler de la capitalisation tout à l'heure ou du mécanisme notamment de l'acquisition de biens immobiliers, mais quand on parle d'épargne retraite supplémentaire, on parle bien de tous les outils type PERP, type préfonds, qui sont des outils finalement au sein desquels l'adhérent va pouvoir cotiser, verser pour sa propre capitalisation, à son propre intérêt individuel pour le coup, et qui va lui permettre d'obtenir généralement un avantage à l'entrée, une réduction éventuellement, une réduction d'impôt, une réduction de base sur ses revenus imposables, en face de quoi ce dernier pourra, au moment de la retraite, bénéficier et ou d'un capital ou souvent d'une rente complémentaire. Oui, voilà, donc c'est ce qu'on mentionne également sur ce slide-là. C'est l'idée de travailler, alors, seul, ou alors, ben, je vois sur le chat des messages passés, peut-être plus facilement avec un conseiller patrimonial pour éviter de faire des erreurs, soit de calcul ou autre, pour essayer de se constituer un patrimoine, une retraite complémentaire individuelle qui va nous permettre on va dire, de maintenir ou même d'augmenter notre niveau de vie en partant à la retraite. C'est de cela dont on parle sur ce troisième niveau. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un système où il est fondamental d'envisager la notion de capitalisation et donc de préparer sa retraite. Donc, au-delà du régime de base et du régime complémentaire, c'est que dois-je mettre en œuvre aujourd'hui pour répondre à mes besoins futurs, qu'ils soient d'un capital ou d'un complément mensuel de retraite dont je souhaiterais pouvoir bénéficier le moment venu. Et donc, en effet, les questions, je les vois passer, même s'il n'est pas nécessaire de les regarder, mais bien évidemment, ça se prépare. Et ça se prépare en fonction de votre situation aujourd'hui, de l'horizon qui vous sépare aujourd'hui de la retraite, du capital dont vous souhaitez bénéficier finalement au moment de votre retraite et ou du complément de retraite dont vous souhaitez bénéficier ultérieurement. Et donc forcément, ça nous amène avec vous, je dirais particulier ou professionnel, à réfléchir sur de quoi j'ai besoin et comment je me le constitue. Peut-être, Stéphane, voilà, on a décidé sur ce slide de mettre quelques exemples d'outils qui peuvent vous permettre de préparer la retraite. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Oui, alors tous les outils, je ne vais pas les lister puisque je pense que tout le monde saura les lire aussi bien que moi. Ce qui est fondamental, mais comme je le disais préalablement, c'est avant tout d'être en mesure de calculer ce dont vous estimez avoir besoin pour la retraite. Et pourquoi on a déterminé ce montant-là, ce capital, ou la rente dont vous souhaitez bénéficier. Et surtout de repartir de votre environnement, de votre âge, de l'âge qui vous sépare de la retraite, mais aussi quelque part du capital dont vous disposez à un instant T et ou de l'effort d'épargne dont vous pouvez disposer. En fonction de quoi, on va aller choisir un ou des outils à travers une constitution d'un capital, et donc l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite peut faire partie, ou à travers finalement la constitution d'un patrimoine par le levier de l'endettement, et Sylvain nous en parlera tout à l'heure, et à travers notamment différentes typologies d'outils en immobilier. Alors, je vois qu'il y a deux points qui sont en train de relever sur le chat. Cyril qui demande quand est-ce qu'il faut faire cette étude patrimoniale? Est-ce qu'il faut la faire plus tôt ou plus tard, proche de la retraite, pour préparer et mieux comprendre ce qu'on va toucher à la retraite, etc. Sylvain, est-ce que vous avez une idée là-dessus? À votre avis, est-ce que préparer la retraite et faire cette étude patrimoniale, est-ce qu'il vaut mieux la faire à 35, 40 ans ou la faire à 58 parce qu'on s'approche de la retraite? Alors après, globalement, donc, il est aussi intéressant à tout âge de s'intéresser à ces sujets parce que c'est vrai qu'on va le voir par la suite. Plus tôt on commence, moins on va dire la contribution sera importante et moins on sera obligé d'aller chercher du rendement. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de commencer au fur et à mesure en fonction de ses capacités
et de pouvoir ajuster au fur et à mesure que la situation évolue, parce que chaque solution peut être complémentaire avec une autre. Il n'y a pas de solution figée, donc les situations changent. Donc c'est pour cela qu'il faut faire appel à un conseiller à tout âge pour justement faire le point et essayer de bâtir une stratégie et ensuite de pouvoir l'ajuster ou la réadapter si nécessaire par la suite. Mais effectivement, plus tôt on commence, si on a la possibilité, mieux c'est, parce qu'on va constituer au fur et à mesure un patrimoine. Et quand on commence un peu tard, on voit que la contribution peut être plus importante. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une autre question de Guillaume à propos de la stratégie pour constituer un capital de 200 000 euros. On va y venir, Guillaume. Ne vous inquiétez pas, les cas pratiques arrivent juste après. Mais Sylvain, pour illustrer un petit peu ce que vous mentionnez il y a quelques secondes, voilà un petit peu un tableau sur lequel vous illustrez les efforts d'épargne à faire pour atteindre un capital de 200 000 euros à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Justement, en fait, on voit que plutôt on commence avec 3 hypothèses de rendement, donc 2, 5 et 10%. Et c'est vrai que si on commence à partir de 20 ans avec un rendement fort, le montant mensuel peut être faible. Mais c'est vrai qu'inversement, on commence à épargner tard, notre contribution sera donc plus importante. Et le rendement est un facteur important. Donc, de manière générale, il est possible de prendre plus de risques quand on est jeune et moins de risques au fur et à mesure que l'âge avance. Et c'est vrai qu'on a pour habitude d'associer donc un rendement supérieur à une augmentation du risque, mais ce n'est pas forcément la réalité d'aujourd'hui, car nous avons pour certaines solutions des rendements plus importants avec un risque contrôlé et mesuré. Donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à privilégier de l'épargne sécurisée, mais aujourd'hui, on constate que l'épargne dite sécurisée ne l'est pas réellement par rapport à l'inflation que nous avons, qui se situe autour de 6%. Et plus globalement, voilà, selon des études qu'on peut voir, il est nécessaire de commencer à préparer en moyenne sa retraite à 41 ans. Il faudrait alors placer 417 euros par mois, soit à 5%, ou 604 euros par mois à 2% pour atteindre ce capital. Ok, il me reste encore que 2 ans. Je suis rassuré. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, c'est vrai qu'avec ce tableau, d'une certaine façon, on enfonce un peu une porte ouverte en disant si on s'y prend à 20 ans et qu'on a un haut rendement, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'épargne. Si on s'y prend à 50 et qu'on a un faible rendement, on a besoin de faire beaucoup d'efforts d'épargne. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas uniquement de vous mentionner ça, c'est juste de montrer les montants également. De dire, voilà, si on fait cet effort-là, on atteint ces objectifs-là. Et on trouve que c'est important que vous puissiez visualiser ce dont on parle. Voilà, donc on arrive à la partie cas pratique qui est, je pense, celle qui est le plus importante pour vous tous. On va essayer avec Stéphane et Sylvain de vous montrer un petit peu des exemples concrets qui ont été traités soit par Stéphane, soit par Sylvain en direct pour essayer d'aider les épargnants à constituer ce capital. Je ne sais plus réellement, je crois que c'est Sylvain qui commençait, c'est ça, si je me rappelle bien? Oui, en fait, oui, c'est bien ça. En fait, nous allons voir donc comment on peut constituer donc ces 200 000 euros avec donc des cas concrets et ce que procure ces 200 000 euros. Donc, ces 200 000 euros permettent d'avoir un complément de revenus à la retraite de 850 euros par mois, soit 10 200 à l'année, tout en maintenant le capital avec une hypothèse de rendement de 5%. Donc, maintenant, Stéphane va présenter le premier cas et je présenterai d'autres cas par la suite. Parfait, merci beaucoup. Stéphane, la parole est à vous. Expliquez-nous un petit peu le cas que vous avez eu à traiter il n'y a pas si longtemps et sur lequel, qu'est-ce que vous avez mis en place et pourquoi, comment, etc. Ok. Donc là, finalement, on a le cas d'un couple, un jeune couple, 40 ans, qui est en accession à la propriété avec un prêt pour lequel on a une échéance qui finalement dans 15 ans, à l'âge de 55 ans. C'est un couple qui dispose d'une capacité d'épargne, mais qui ne sait pas forcément quelle somme elle serait capable d'investir dans le temps,
qui par ailleurs aussi une problématique finalement de taux d'endettement, c'est-à-dire qu'elle est arrivée aujourd'hui au regard du prêt immobilier, arrivée quasiment à un plafond en termes de taux d'endettement. Et donc finalement, la question est de se dire comment on va pouvoir, nous, se constituer ce fameux capital de 200 000 euros que nous avons estimé comme étant nécessaire pour partir à la retraite. Eh bien, on va plutôt partir sur de la capitalisation à travers un effort programmé et à travers un outil, on va le voir juste après, qui est celui de l'assurance vie. Et pourquoi celui de l'assurance vie ? Parce que, on va le voir, parmi les critères prépondérants du couple, on avait deux éléments importants. Un, tout d'abord, un couple qui souhaitait malgré tout que le capital, bien qu'ayant un horizon de retraite avec cet objectif de 200 000 euros, souhaite que le capital puisse quand même rester éventuellement disponible, tout ou partie, si toutefois ces derniers avaient des projets qui se matérialisaient avant la retraite, l'acquisition d'une résidence secondaire ou d'autres projets de vie. Et enfin, la volonté du couple était d'aller générer aussi de la rentabilité sur finalement leur effort d'épargne. Et pour ça, ça a été l'objet de la définition notamment d'un profil de risque et d'un niveau de risque que le couple était prêt à accepter. On en revient à un élément qu'évoquait Sylvain tout à l'heure, qui est la notion finalement de rendement. C'est-à-dire que plus je vais vouloir prendre du risque, eh bien, plus je vais pouvoir prétendre éventuellement à une notion de rendement. Et ces différentes notions-là, risque, rendement, avec l'horizon de placement que peut avoir un couple, en l'occurrence là, on a un horizon de placement qui est relativement lointain, à savoir 20 ans, nous permet, le cas échéant, d'aller générer du rendement. Ce qui nous a donc amené à faire une préconisation pour ce couple avec un investissement programmé mensuel, de manière ponctuelle, et alors préconiser une allocation, ce que l'on va appeler une allocation d'actifs, c'est à travers l'assurance vie. L'assurance vie, on ne va pas la détailler aujourd'hui, mais l'assurance vie est un cadre fiscal qui va vous permettre de capitaliser au sein d'une enveloppe ou d'une coquille, enveloppe au sein de laquelle on va pouvoir avoir ce que l'on appelle une allocation d'actifs. Allocation d'actifs, c'est de pouvoir se dire, dans mon placard, qui est l'assurance vie, je vais potentiellement avoir différents tiroirs, des plus sécurisés aux plus risqués, en passant par du fonds en euros, des obligations, des fonds structurés. Guillaume posait la question à l'instant, en allant vers des classes d'actions, du private equity, mais de pouvoir doser et donc avoir différents tiroirs permettant de respecter un profil de risque, en l'occurrence équilibré pour ce couple, et donc de pouvoir aller générer dans le temps, de manière moyenne, une performance annuelle dans le temps de 4,51% par an pour ce couple. Ce qui nous amène finalement à dire quoi ? Que si on a un investissement régulier, ponctuel, tout au long des 20 prochaines années pour ce couple, il nous faudrait quoi ? Il nous faudrait finalement épargner mensuellement, en partant de zéro, épargner dès à présent 520 € par mois, ce qui m'aura amené ou ce qui les aurait amenés à verser de manière cumulée 124 000 € tout au long de ces 20 prochaines années et de générer à terme un capital de 200 000 €. On le voit ici, finalement, la partie capitalisation qui va leur profiter et donc les intérêts cumulés qui vont générer chaque année. Parfait. Merci beaucoup pour ces informations. J'avais quelques questions, Stéphane. Première question, comment est-ce que vous prenez en compte en fait la disponibilité ? Vous êtes passé là-dessus. Moi, j'ai remarqué qu'en France, il y a quand même énormément de solutions qui sont proposées où en fait, on investit notre argent, mais après, on est bloqué. On est bloqué 5 ans, on est bloqué 8 ans, on est bloqué 2 ans, on est bloqué… Et ça, en réalité, voilà, s'il y a un coup dur, il faut qu'on puisse peut-être pouvoir récupérer une partie de cette épargne pour subvenir à nos besoins. Donc, comment vous prenez ça en compte ?
Et vous parliez de l'assurance vie. Alors, je sais que ce n'est pas forcément la thématique aujourd'hui, mais vous parliez de l'assurance vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur pourquoi, dans ce cas-là, vous avez choisi l'assurance vie? Qu'est-ce qui fait que ça rend l'épargne plus disponible que, je dis, un PER ou autre chose? Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus? Oui, bien sûr. Alors en effet, je ne suis pas parti sur une stratégie de PER qui aurait eu d'autres avantages, notamment en termes éventuellement de réduction d'impôt, mais qui aurait surtout eu une contrainte qui est celle du blocage des capitaux jusqu'à la retraite. Certes, on a quelques cas de déblocage anticipé, mais malgré tout, on l'a dit, une des volontés du couple était de se dire, je souhaite malgré tout, nous souhaitons malgré tout que ces capitaux-là puissent être éventuellement disponibles, et ce, à quelque période que ce soit. Et donc, en effet, le cadre de l'assurance vie est un cadre qui va vous permettre de pouvoir récupérer vos capitaux à n'importe quel moment. Et ça, j'insiste bien là-dessus, puisqu'il y a la fausse idée de se dire que mon contrat d'assurance vie, mes capitaux sont bloqués pendant 8 ans, ce qui est une fausse idée. Il y a certes une fiscalité au moment du retrait, on ne va pas rentrer dedans, mais malgré tout, à n'importe quel moment que ce soit, je peux récupérer des capitaux d'un contrat d'assurance vie. Néanmoins, ce qui va être important, c'est de se dire, mes capitaux, ils vont être généralement disponibles sous 10 à 15 jours. Premier point. Deuxième cas de figure, quels sont les tiroirs? Quand je vais appeler les tiroirs, ce sont les différentes allocations, donc les différents supports que je vais pouvoir avoir d'investir en assurance vie, que je vais aller mobiliser si j'ai besoin de mes capitaux. De fait, comme nous aurons potentiellement pris certains risques sur différents tiroirs, ceux qui vont être les plus volatiles, c'est de fait pas forcément sur ces tiroirs-là que le couple sera amené à aller récupérer ses capitaux, mais bien évidemment plutôt des capitaux qui vont être investis sur des tiroirs qui sont les plus prudents, le fonds en euros, peut-être des fonds en immobilier, peut-être des fonds obligataires. Et c'est de nouveau là où tout l'intérêt est celui du conseiller de pouvoir accompagner les clients sur justement aussi d'éventuels retraits. Est-ce que ça répond à votre question, Nicolas? Ça répond parfaitement à ma question. Voilà, comme je vous ai dit, moi, à titre personnel, j'ai toujours cette sensation que les produits d'investissement qui nous sont proposés nous obligent un petit peu à rester bloqués pendant X années. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de rappeler le fait que certains outils comme l'assurance vie nous permettent de retirer le capital. Alors, il y a une fiscalité pour avoir tous les bénéfices de l'assurance vie. Vous l'avez mentionné, il faut peut-être rester 8 ans au sein de cette assurance vie et rien toucher, probablement. Mais au moins, s'il y a une problématique, on peut récupérer cet argent. J'avais une autre question également. On parle, qui est passé sur le chat. Visiblement, il y a Guillaume aimerait savoir un petit peu plus ce que vous pensez des fonds structurés. Fonds structurés qui, je pense, peuvent être détenus dans la location d'actifs à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette classe d'actifs à part entière qu'un fonds structuré? Stéphane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, en effet, des fonds structurés, on peut les mettre dans l'assurance vie. Les deux ne s'opposent bien évidemment pas. Ce qui est important, c'est, je le dis toujours, c'est de chercher un contrat d'assurance vie chez un assureur pour lesquels je vais pouvoir avoir une allocation ou une profondeur de gamme, si je puis dire. C'est-à-dire d'avoir quelque part 800 000 tiroirs à ma disposition, dans lesquels je vais avoir éventuellement ces fameux fonds structurés. Maintenant, des fonds structurés, attention, il faut être vigilant. Pourquoi? Puisque on va parler de sous-jacent. Un sous-jacent, c'est-à-dire qu'un fonds structuré est monté suivant un indice, suivant une valeur, une classe d'actifs. Et donc, il faut être vigilant sur cette typologie-là. Des niveaux de risque qui sont à proprement parler différents sur certains fonds structurés. Donc oui, fonds structurés, pourquoi pas. Maintenant, ça doit correspondre aussi à une partie de l'allocation à mettre en œuvre, mais il faut être vigilant, surtout sur le fonds structuré, sur notamment l'indice que l'on va avoir en face. Je prends un exemple là à date, en ce début de semaine, quand vous avez pris un fonds structuré avec comme indice notamment le secteur bancaire et la problématique que l'on voit là en début de semaine, forcément, vous êtes éventuellement mis à mal.
Voilà, donc il faut être vigilant. Mais oui, c'est une très bonne. Les fonds structurés ou la classe d'actifs des fonds structurés est une très bonne stratégie actuellement. Voilà, pour rappel, un fonds structuré va à l'intérieur du fonds avoir un certain nombre de produits structurés ou autres, et ces produits structurés peuvent eux-mêmes avoir des sous-jacents, comme l'a dit Stéphane, qui comportent tout type de risque. Ça peut aller du monétaire jusqu'au private equity ou aux actions, en passant par les actions ou autres. Et donc, effectivement, il est important d'abord de mesurer le type de risque de chacun de ces fonds et de voir si ça correspond au profil du client et de chacun d'entre eux. Merci Stéphane pour toutes ces informations et pour ce cas pratique. Et j'insiste sur ces cas pratiques, c'est juste pour vous aider à visualiser les solutions qui peuvent être mises en place, mais que chaque épargnant et chacun d'entre vous est différent. Donc, n'hésitez pas à demander ce que Stéphane ou Sylvain pourraient faire pour vous. Il vous suffit de prendre rendez-vous avec eux sur Neofa. Un autre cas, peut-être pour essayer encore une fois d'illustrer tout ça, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors dans cet exemple, donc on va prendre en compte, donc pour ceux qui en ont la possibilité, donc encore une fois suivant leur situation, d'utiliser leur capacité de financement. Donc ça peut permettre dans certains cas d'accélérer la constitution de capital avec parfois une contribution moins importante suivant son âge. Donc cela grâce à l'effet levier du financement. Donc grâce à celui-ci, nous débloquons rapidement une somme importante qui génère des intérêts plus conséquents que si nous devons épargner au fur et à mesure de ce même montant. Donc, nous pouvons mettre en perspective ces éléments par rapport à deux profils différents. Donc, un couple, par exemple, qui a fait une estimation sur le site info-retraite.fr de leur pension de remplacement à venir. Donc, ils souhaitent réagir et se constituer des revenus complémentaires nécessaires pour assurer et maintenir leur rythme de vie. Donc, leur objectif est de bénéficier de 10 000 euros de revenus complémentaires par an. Donc, pour cela, il est nécessaire de constituer un capital pour atteindre cet objectif. Donc, dans cet exemple, donc, nous avons préconisé donc, des SCPI. Donc, des SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier, qui sont une solution extrêmement diversifiée et qui existe depuis 1970. Donc, il en existe plus de 200 à ce jour. Donc, il s'agit de détenir des parts de sociétés faisant l'acquisition et la gestion de biens immobiliers. Donc, on n'est pas directement propriétaire d'un seul appartement avec un loyer sur un marché unique, mais d'un patrimoine de plusieurs appartements répartis sur différents secteurs géographiques et sectoriels. Donc, la diversification de ce placement est de trois ordres. Donc, c'est le nombre de lots de SCPI proposés, donc, qui permet de limiter l'impact des risques inhérents à l'immobilier. Par exemple, une SCPI composée de plus de 300 lots. Donc, en cas d'impayé, les loyers seront compensés par le nombre de lots, les 289 qui restent. Et ces impayés ne seront donc pas impactants par rapport à la rentabilité. Il s'agit également de baux commerciaux avec des durées de détention plus longues, souvent de 7 à 8 ans en moyenne. Il y a également une diversité géographique. Donc, le patrimoine est réparti dans différentes régions, en France ou même dans différents pays d'Europe. Et la diversité sectorielle. Donc, les biens sont répartis sur différents secteurs économiques. Donc, ça peut être du commerce, des bureaux, de l'hôtellerie, de la logistique et de la santé. Donc, ces trois éléments assurent un rendement assez stable, récurrent et régulier. Donc, cette stabilité et sa performance, depuis plusieurs années, il y a un engouement très fort sur ce type de placement. Donc, par exemple, pour faire la comparaison entre 2022 et 2021, les Français ont placé plus de 10 milliards d'euros dans cette solution, soit une progression de plus de 37%. Donc, le rendement est souvent le principal argument, car il peut en effet atteindre plus de 7%, et cela permet de développer son capital et de le protéger face à l'inflation. Donc après, par rapport aux exemples, donc je vais parler de deux profils différents que nous avons accompagnés. Donc leur taux marginal d'imposition est de 30%, donc c'est une moyenne plutôt élevée. Donc les SCPI préconisés ont l'avantage d'être européennes et cela permet de ne pas avoir de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, soit 17,2% à moins. Donc dans le premier cas, le couple s'occupe un peu tardivement de la mise en place de solutions. Il a 50 ans. Ils ont 15 ans de financement avant 65 ans et l'âge de la retraite pour avoir leur taux plein. Donc, leur financement de 200 000 euros génère une mensualité de 1 334 euros par mois. Le financement se fait sur 15 ans
Encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, plus tôt on commence, moins la contribution sera importante. Les loyers des SCPI génèrent 950 euros. Et il y aura également 200 euros d'impôt. Donc la différence et le delta donc, par rapport à la contribution sera de 584 euros. Dans le second cas, donc notre couple est plus prudent, prévoyant et anticipe leur retraite dès 40 ans. Donc il faut rappeler que selon l'INSEE, les Français se préoccupent de leur retraite à un âge moyen de 41 ans. Donc ils ont donc la possibilité de se servir d'un financement sur une durée plus longue, soit de 25 ans. Donc, le financement de 200 000 euros génère une mensualité de 969 euros. Les loyers des SCPI génèrent 950 euros et également 200 euros d'impôt. La différence sera moins importante. Il y aura donc un delta financé de 219 euros. Donc, la différence entre les deux cas est de 365 euros mensuels ou 4 380 euros par an. Donc, on constate qu'une fois encore, plus tôt on commence à anticiper, moins la contribution est importante. Enfin, dans les deux cas, donc, par rapport à cette stratégie, ça permet de faire fructifier un capital en prenant en compte plusieurs avantages pour ce type de placement. Donc, ça peut être la tranquillité de gestion. Donc, c'est la société de gestion qui s'occupe des immeubles, les achète et les entretient. Elle s'occupe aussi des locataires, des assurances. Et elle distribue le revenu une fois déduit tous ses frais. C'est intéressant aussi par rapport à la diversification. Donc, il y a de nombreux immeubles et de nombreux locataires, d'où une meilleure sécurité. Et de la souplesse aussi, parce qu'on peut investir à partir de 200 euros autant de fois que l'on souhaite. Et chaque société est sécurisée car elle a un agrément de l'autorité des marchés financiers. Et les parts de SCPI aussi peuvent se valoriser dans le temps, ce qui constitue une deuxième source de revenus. Donc, selon l'Association française de placement immobilier, on retient une valorisation annuelle de 1 à 1,5% en moyenne par an et pour chaque part. Donc, sur notre exemple et sur 25 ans, le capital revalorisé serait de 290 930 euros. Et pour conclure, il est aussi intéressant de savoir que les intérêts du financement sont totalement déductibles des revenus fonciers, donc cela engendre moins de fiscalité. L'assurance de prêt liée au financement aussi est une très bonne protection et permet d'avoir un capital supplémentaire en cas de décès ou d'invalidité. Il faut noter aussi qu'au niveau des risques, sur l'échelle des placements de l'AMF, les SCPI sont notés entre 3 et 4 sur 7. Et en comparaison, il s'agit d'un placement plus sécurisé que la mise en location d'un bien immobilier en détention directe. Parfait. Merci beaucoup pour ces informations, Sylvain. J'ai 2 questions. Première question, il y en a une qui ne va pas vous plaire, mais je pose d'abord la première. On entend et on voit un petit peu à droite à gauche que il semblerait que le marché immobilier soit plutôt en train de baisser. Quel est l'impact sur les SCPI? Qu'est-ce qui va du coup se passer? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux attendre du coup pour acheter une part de SCPI à un prix peut-être plus bas? Ou est-ce que ça a aujourd'hui que peu d'impact sur le prix de la part? Voilà, quelle serait votre attitude là-dessus? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Alors, il y a déjà plus de 200 SCPI, il y a beaucoup de sociétés de gestion, donc il y a déjà un risque qui est dilué au niveau géographique, au niveau du secteur. Après, les marchés sont différents et c'est vrai qu'on peut imaginer, mais c'est plutôt localisé, des corrections au niveau des prix de l'immobilier. Mais on a pu constater que depuis 1970, les SCPI, de manière générale, ont passé des crises, comme il y a pu y avoir en 2008, sans trop de secousses et à une régularité très intéressante, autour de 4,5% en moyenne depuis plusieurs années. Donc le risque reste limité. Il peut y avoir donc un ajustement, mais on reste sur une échelle de risque assez faible. Alors, il y a une question que Robert est en train de poser également, ou a posé sur le chat et qui faisait partie aussi de mes points. Qu'en est-il de la liquidité des SCPI? C'est-à-dire, vous avez bien compris, moi, la disponibilité de l'épargne, je trouve que c'est une question qui est fondamentale. Et quid des SCPI? Je décide, je mets 100 000 euros et demain, je veux tout vendre. Est-ce qu'on arrive à tout vendre? Et combien de temps ça prend à vendre? Et est-ce qu'il y a un volume suffisant pour qu'on puisse récupérer son argent rapidement? Voilà. Alors,
globalement, on peut revendre quand on le souhaite, mais il y a quand même une durée de détention qui est recommandée donc, par l'AMF entre 8 et 10 ans. Donc, malgré tout, ça reste liquide. Le délai est souvent entre 1 et 2 mois pour certaines sociétés de gestion. Mais plus globalement, on constate qu'au final, les SCPI se revendent, on va dire, de manière moins fréquente et la durée de détention est plutôt de 28 ans. Donc, on se rend compte que c'est un placement qui est stable, qui procure des revenus réguliers avec des rentabilités intéressantes et donc on les garde souvent sur une durée assez longue. Donc, on peut le revendre, ce n'est pas le but. Il y a souvent aussi une durée de détention à accepter. Donc, c'est pour ça que chaque situation encore est différente. Mais pour investir dans des parts de SCPI, il faut avoir un horizon de placement un peu plus de moyen long terme. Parfait. Merci beaucoup pour ces infos. Je vois qu'il y a encore quelques questions sur les SCPI. Allez, j'en prends encore une. Guillaume, on a répondu à beaucoup de ces questions. Alors, je vais prendre celle d'Angélique. Angélique, qui nous pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux revendre les parts de SCPI une fois à la retraite ou alors il vaut mieux les conserver, Sylvain? Alors, souvent, on a tendance à prendre de l'immobilier en détention directe. Et ensuite, au fur et à mesure de l'âge, de ne plus vouloir s'encombrer de gestion et de, on va dire, diversifier et d'avoir des placements plus sécurisés. Après, à la retraite, revendre, ça serait pour quoi faire et quel serait l'intérêt d'une autre solution? Parce qu'il faut quand même aujourd'hui, encore une fois, faire attention par rapport à l'inflation qui est autour de 6%. Et donc, ça dépend par rapport à quoi et comment on utiliserait ce capital si on revendait ses parts. Mais logiquement, quand on voit souvent, c'est les notaires qui, lors de la succession, revendent ces parts de SCPI parce que ça procure vraiment un rendement stable, performant et régulier et sans contrainte de gestion, ce qu'on peut apprécier quand on a un certain âge. D'accord, ok. Voilà, donc on va prendre une ou deux questions encore en plus. On a donc terminé ce webinaire. On a finalisé donc la présentation de ces cas pratiques. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Je le répète, si vous avez des besoins spécifiques ou d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec Sylvain et Stéphane. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Stéphane, est-ce que je vois que Simone nous demande, on parle de l'inflation qui devrait ralentir dans les prochains mois ou se stabiliser, on va dire. Est-ce que du coup, ça serait le moment peut-être de rentrer sur d'autres classes d'actifs comme les obligations ou les actions? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Alors, le marché obligataire. Le marché obligataire, déjà, il faut le ramener à une notion, pareil, de profil de risque. Le marché obligataire, globalement, c'est généralement un marché qui va se situer sur un niveau de risque sur une échelle de 1 à 7 qui va généralement se situer aux environs de 3. Maintenant, les obligations, il faut savoir ce que c'est pour peut-être répondre aux personnes. Une obligation, c'est un emprunt. Il y a des obligations d'État, on a prêté à des États, ou des obligations dites d'entreprise. Ça veut dire on a prêté à des entreprises. Le marché obligataire réagit inversement au taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations baisse. Ce qu'on a vu en 2022, la valeur des obligations a largement baissé. Peut-être, je dis peut-être ce que sous-entend Simone, c'est que comme on a une inflation qui va ralentir, ça veut dire qu'on a finalement des banques centrales qui vont peut-être maintenant freiner l'augmentation des taux dans la mesure où l'inflation va baisser. Je pense que ce n'est pas encore exactement la période, c'est-à-dire que là, pour le coup, la BCE, la Fed, peut-être dans une moindre mesure avec ce qui vient de se passer en début de semaine, mais logiquement, les taux d'intérêt vont encore, je pense, légèrement monter. Pour autant, et normalement, les marchés obligataires ont intégré cette revalorisation éventuelle des taux d'intérêt. Donc oui, rentrer sur les marchés obligataires, pourquoi pas? C'est en effet une bonne stratégie. Il faut quoi qu'il arrive être vigilant sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette obligation, puisque à qui on a prêté, quelle est la qualité des entreprises. Est-ce que ce sont des entreprises ce qu'on appelle de l'investment grade, c'est-à-dire des entreprises qui ont une bonne notation, ou plutôt du high yield, c'est-à-dire avec du haut rendement, mais aussi avec du risque. Et comme on va aussi rentrer peut-être dans une période un peu plus turbulente, il faut être vigilant
sur la notation des entreprises, donc être vigilant sur l'obligation que l'on va avoir en portefeuille. Donc, l'obligataire, oui, j'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, il faut être vigilant sur la nature de l'obligation qu'on peut avoir en portefeuille. Enfin, pour répondre à la question sur est-ce qu'il vaut mieux investir en actions, oui et non, tout va dépendre du marché sur lequel on va pouvoir se porter, européen, américain, pays émergents, la nature des actions, est-ce qu'on va être sur des actions de croissance ou de value? Voilà, donc là, pour le coup, je dirais c'est tout l'intérêt d'avoir à être accompagné, c'est de se dire, j'ai un véhicule, je reprends l'exemple tout à l'heure, j'ai un véhicule qui est celui de l'assurance vie. Maintenant, est-ce que ce véhicule-là, dans le temps, je veux qu'il soit quelque part géré? Est-ce que je veux finalement être accompagné pour justement faire en sorte que le conseiller puisse eh bien, me faire une allocation dans le temps avec les différentes classes d'actifs au regard de mon horizon de placement et au regard de mon profil de risque et l'adapter en fonction d'un contexte ou d'une conjoncture. Et je pense qu'il y a une chose que vous avez mentionnée qui est… Alors, tout ce que vous avez dit est très important, mais il y a une chose qui, pour moi, que je ressors. La première chose, c'est comprendre dans quoi on investit. Et ça, je pense que c'est primordial pour tout le monde. Peu importe que ce soit obligation, action, produits structurés, monétaire ou quoi que ce soit, il faut comprendre dans quoi on investit pour en maîtriser un minimum les risques. Si vous ne comprenez pas, demandez à votre conseiller qui vous aide à mieux maîtriser ça, à maîtriser les risques, et ça vous permettra derrière à y voir plus clair et à dormir plus sereinement. Il est 19h02. J'aime bien toujours qu'on cadre et qu'on reste, qu'on essaye d'être à l'heure. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Le prochain webinaire aura lieu le 28 avril. Ça sera une thématique qu'on adore tous, la fiscalité, puisque ça sera pile dans la période. Donc, on vous enverra évidemment une invitation pour participer à ce webinaire et on espère de nouveau vous retrouver nombreux. Stéphane, merci beaucoup. Sylvain, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Néopha, prenez rendez-vous avec Sylvain et Stéphane. Et s'ils ne sont pas dans votre région, on a d'autres conseillers dans d'autres régions, donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée et on espère vous retrouver très nombreux sur Néopha et lors du prochain webinaire. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.